Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va faire une courte vidéo, on va parler Bitcoin. Zarma, qui a repéré quelque chose, notamment sur la moyenne mobile 50 périodes sur notre RSI. On va bien sûr en parler, un trio magique qui vient de se réaliser. Est-ce que ce sera différent des événements précédents? On va bien sûr en parler. Grayscale, avec des premiums, notamment sur Basic Attention Token, sur Filecoin ou encore sur Decentraland. Et on finira sur Kaspa, puisque c'est un projet extrêmement pertinent d'un ancien de Harvard. On va en parler dans cette vidéo et à quel moment on pourrait se positionner si vraiment ce projet nous plaît énormément. J'ai eu quelques retours dans ce sens-là. Peut-être une forme de parabole qui est en train de se construire actuellement sur cet actif. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, quelques désengagements par rapport à nos petits baleineaux et quelques retails qui commencent encore à prendre des profits. Ont-ils raison? La grande question reste ouverte. Les grosses baleines continuent à maintenir ce prix, continuent à accompagner les open interest. C'est très positif. Attention quand même côté order flow. Pourquoi? Puisqu'on le voit très bien actuellement sur Bitfinex, plutôt un échangeur d'institutionnels qui est en train de se déleverager. Et c'est clairement ce qu'on avait observé précédemment par rapport à des petites corrections qui auraient pu se passer précédemment ici. Ici, ça ne veut pas dire que c'est baissier, mais faites attention à ces phénomènes de deleverage, puisque généralement, on vend, on prend profit, et il faut réellement avoir une puissance acheteuse pour pouvoir continuer à maintenir ce prix dans la tendance ou dans les flux, si vous voulez. On sait à peu près qu'on est actuellement en train de vivre un troisième flux, et généralement, vous avez deux corrections qui suivent ce type d'événement. C'est quelque chose de très connu sur les marchés traditionnels, et on le retrouve dans des cryptoactifs, notamment en 2019 et notamment en 2015, c'est pas forcé que ça va aller rechercher les bottoms de marché, mais restons vigilants puisque actuellement, la seule chose à faire pour les swing traders, c'est de patienter et on va regarder s'il y a quelques petits plays à jouer tout simplement. Côté Cognalise, je suis en train d'observer, mais de façon extrêmement gentille, un retour au niveau de cette tentative de vouloir se réexposer sur ce marché, côté compte, côté retail, notamment sur Binance. Donc pour l'instant, c'est pas complètement fou. On n'est pas encore en rentrée dans cette phase de FOMO. À quel moment, en fait, on pourrait rentrer dans une phase de FOMO? Il y a deux choses qui pourraient le catalyser. La première chose, c'est qu'on a encore des news, des FUD, bien évidemment, en tout cas des écrits, comme quoi les ETF Bitcoin au comptant seront tous validés cette semaine ou avant le 10 janvier. Et oui, effectivement, le 10 janvier, on le sait, c'est exactement la fin au niveau de ARC 21, 21 ici, le 10 janvier 2024. Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est pas validé? Donc certaines sources, on saurait que c'est validé soit avant le 10, soit cette semaine. Je ne sais pas s'il y a un entre les deux, mais généralement pendant les fêtes de fin d'année, et généralement côté Thanksgiving, on lève un petit peu le pied, on laisse les marchés se détendre un petit peu, et c'est là où on pose généralement des bottoms. C'est clairement pas ce qu'on est en train d'observer au niveau de Bitcoin. Et la dernière fois qu'il y avait eu des excès haussiers au niveau de Bitcoin, c'était en décembre 2017, janvier 2018, et ça s'était malheureusement mal fini sur une magnifique news au niveau du CME Chicago Mercantile avec l'apparition des contrats à terme pour les institutionnels. Est-ce que ce sera différent cette fois-ci? La question reste complètement ouverte, aucun signe de top côté technique, et un magnifique petit trio magique qui vient de se proposer ici au niveau de nos moyennes mobile 50 et 200 périodes, ici en daily. Vous voyez, Golden Cross, Death Cross, Golden Cross validé il y a quelques jours en arrière. On repart ici, Death Cross, Golden Cross, Death Cross, et on continue la baisse. Ici, vous avez exactement la même chose. Golden Cross, Death Cross, Golden Cross, crack Covid. Bon, personne ne pouvait potentiellement le regarder, et généralement, il n'y aurait pas eu le crack Covid, on aurait peut-être fait ce magnifique bull run. Vous avez exactement la même chose en 2015 ici, Golden Cross, Death Cross, Golden Cross, et puis on repart sur un magnifique bull run. Ici, Death Cross, Golden Cross, Death Cross, et on repart sur une magnifique correction. Est-ce que c'est le trio magique, finalement, qui sont en train de nous se représenter sous nos yeux? Est-ce qu'on pourrait chercher éventuellement des petits points résistants ou des supports pour essayer de nous donner la possibilité de re-rentrer? Les 31 000 $ semblent un bon compromis pour laisser respirer ce marché, mais pour l'instant, rien ne l'indique, donc ça reste haussier. Suivons les flux et prenons des profits lorsqu'ils se présentent. Ça, c'était côté technique. Maintenant, il y a un magnifique réunion de famille, j'ai envie de dire, par rapport à toutes ces moyennes mobiles qui se trouvent actuellement en 20 périodes, 50 périodes, 100 périodes et 200 périodes. C'est assez rare de voir en fait c'est une confluence assez folle, juste ici au niveau des 28 500 $. Est-ce qu'on pourrait aller la rechercher pour essayer de tester en fait ces supports dynamiques, on peut les appeler comme ça, clairement des supports dynamiques, et c'est là où Zarma est intervenu en disant c'est intéressant en regardant la moyenne mobile 50 périodes, ici en
en mensuel. Pourquoi ? Puisqu'on est en train d'observer que la dernière fois qu'on l'avait complètement littéralement brisé, cette moyenne mobile 50 périodes en mensuel, j'étais en weekly mensuel, donc juste ici, considérée comme une moyenne mobile institutionnelle, jamais on est reparti la tester, hormis pendant le crack Covid 2020. Ouais, ici, hop, on la brise, on revient la chercher, et puis quand on la... Et ça part, et ça revient plus jamais. On peut le voir ici, la moyenne mobile est plutôt bien représentée. On vient généralement la surfer, cette moyenne mobile 50 périodes, vraiment une moyenne mobile beaucoup utilisée par les institutionnels, ces fameux 50. Est-ce que ça veut dire que ce marché est tendanciellement haussier depuis la nuit des temps ? On s'est fait une petite frayeur avec l'ensemble des Black Swan, juste ici, notamment au niveau de Celsius et de FTX. Derrière, ça reste complètement haussier. On fait des arrachements haussiers. On vient pinguer, c'est quand même assez chirurgical, sur cette moyenne mobile 50 périodes. Bougie de contrôle, arrachement haussier, latéralisation, réaccumulation. On continue un nouveau flux haussier jusqu'à temps que ça va s'arrêter. Bonne question. Et on devrait peut-être essayer de la viser. C'est là pourquoi pas pour un play dessus. Un petit peu, si vous voulez, à l'image juste là de mars 2020 ou de suivre cette moyenne mobile 20 périodes qui est aussi très utilisée comme une espèce de polarisation sur une bonne valeur d'un prix visant comme un consensus, si vous voulez. Quand c'est en dessous, on achète. Quand c'est au-dessus, on peut éventuellement prendre des profits. C'est exactement ce qui s'était passé en 2019. On est peut-être dans cette forme de fractal ici. Donc quand on est en dessous, on achète. Quand on est au-dessus, on essaye de prendre des profits. En tout cas, on se sécurise, on essaye de se payer un petit peu. Et puis on pourrait éventuellement essayer de trouver un swing exactement sur cette moyenne mobile 20 périodes en mensuel, moyenne 20 périodes en mensuel, qui devrait tôt ou tard pouvoir en fait se réapprécier et pourquoi pas aller chercher quelque chose comme ça et de venir pinguer peut-être les 25 000 $ ou peut-être ici les 30 000 $ dans un futur plus ou moins proche au niveau de l'halving, avant l'halving, après l'halving, peu importe. Soyons patients et tirons nos fibos, ni plus ni moins. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ce triangle gagnant et cette réunion de famille au niveau des moyennes mobiles. On l'envisagera généralement de la moyenne 20 périodes en mensuel ou la 50 périodes en mensuel ou trimestriel. Ça fonctionne aussi très très bien par rapport à cette moyenne mobile. Voilà, juste ici, hein, en weekly, on peut essayer de la grind juste là, mais généralement, ça peut être un bon point d'entrée et qui sait revenir chercher des premiers arrêts du précédent mouvement, et même si celui-ci vient s'apprécier, on tirera tout simplement notre fibre et on essaiera de chercher des confluences, ni plus ni moins. Pour l'instant, on le reste complètement haussier, donc aucune sensibilité ou émotion par rapport à ce qu'on est en train d'observer. On attendra que des bougies s'accumulent et s'agglomèrent. Côté Grayscale, j'ai fait un petit tour parce que on en parle de Solana, on parle d'Ethereum, on parle de Bitcoin qui revient proche de son premium. Solana qui a littéralement explosé son premium. Ethereum aussi qui était reparti dans le premium. C'était des choses qui sont extrêmement intéressantes d'observer. Donc j'ai fait un petit tour et j'ai repéré 3 cryptos qui actuellement sont très fortement en premium. Manque de liquidité bien évidemment. On parle de Basic Attention Token. Non, vous ne rêvez pas, x2 par rapport au premium vis-à-vis actuellement de Basic Attention Token. Vous en avez d'autres sur Filecoin. Filecoin, vous ne rêvez pas non plus et vous allez peut-être être aussi surpris que je ne l'ai été. Voilà, au niveau du premium, c'est x10 par rapport au prix actuellement du spot vis-à-vis du premium sur Grayscale. C'est x10, on est à 51 contre 5 ici, au niveau du share, donc c'est assez impressionnant. Je vous laisse aller faire un petit tour au niveau de Filecoin si ça vous intéresse. Au niveau des fondamentaux, il a été très malmené pendant plusieurs mois, voire années maintenant. Peut-être qu'il y a une forme de demande institutionnelle et Grayscale représente bien cette demande institutionnelle puisque c'est clairement réservé aux institutionnels ou en tout cas aux portefeuilles bien garnis. Et vous avez un troisième, ce serait potentiellement Decentraland, juste ici, centre de Decentraland, donc c'est toujours très intéressant d'observer, avec un premium également, et quasiment tous aujourd'hui sont dans un premium, et les 3 principaux, en plus de Solana, sont dans des premiums plutôt intéressants. Donc une demande institutionnelle sur ces cryptos-là. Est-ce que historiquement parlant, ça permet d'avoir une forme de visibilité sur des performances passées qui pourraient potentiellement essayer d'encadrer des performances futures, même si cela n'est clairement pas garanti. En tout cas, c'est plutôt très, très positif d'observer ce type d'engagement par rapport aux demandes institutionnelles. On continue avec des choses qui sont extrêmement pertinentes, notamment Brave. Je vais enlever les notifications. Brave lance Léo. Salut Léo, une intelligence artificielle anonyme et sécurisée. Plus rien n'arrête personne. Entre Twitter qui va lancer
son IA, entre Facebook qui lance son IA, entre Google qui a déjà lancé son IA, entre Microsoft qui a déjà un des premiers à avoir lancé son IA générationnelle et conversationnelle, et c'est Brave qui lance Léo, et je vous laisserai éventuellement aller faire un tout petit tour. Chacun propose des plus et des moins, chacun propose sa petite IA pour pouvoir nous aider dans nos recherches, pouvoir nous aider dans nos rédactions, pouvoir nous aider dans notre compréhension. Et c'est extrêmement positif, et une news qui paraît notamment sur Challenge, juste ici où les échos, non c'était pas celle-là que je voulais vous montrer, voilà, Challenge, juste là, je la remets quand même droite. Les usages de l'intelligence artificielle donnent le vertige. Donc on parle ici bien sûr des usages. À quel moment vous parlez d'usage au niveau des technologies blockchain? Donc on est bien d'accord qu'on avait déjà tracé il y a plusieurs mois en arrière, vous vous rappelez cette fameuse ligne ici entre blockchain, ici, voilà, et la forme d'IA, vous vous rappelez? L'IA un peu comme ça. Donc ici, c'est IA qui sera très probablement pricé en amont de la blockchain, et les deux finiront peut-être par se rejoindre, parce que, pas forcément d'un commun accord, mais comme une espèce de confluence ou d'un mariage presque parfait entre technologie blockchain et intelligence artificielle. Et on voit bien que depuis plusieurs mois maintenant, c'est plutôt l'IA qui a pris la tête, si vous voulez, par rapport à la capture dans les médias. Donc très positif. Dès lors, on peut partir du constat que peut-être ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur les cryptoactifs ne concerne que ceux qui sont déjà investis sur ces cryptoactifs, et peut-être que le retail aujourd'hui est plus en direction de l'intelligence artificielle et de pouvoir s'y exposer, puisque c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'acheter des actions IA plutôt que des cryptos IA, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Allez voir votre banquier. Clairement, je pense qu'on nous invitera à acheter un compte titre sur potentiellement quelques grosses boîtes tech qui sont sans commune mesure bien plus valorisées que nos cryptoactifs préférés. Donc j'espère que je vous ai donné quelques pistes de réflexion. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? Est-ce que ça veut dire que c'est pas bien? On s'en fiche. L'objectif, c'est de suivre le move et de prendre des profits lorsqu'il se présente. Robinhood part à la conquête de l'Europe. Aucune incidence sur le cours de l'action. Robinhood est complètement en train de latéraliser. D'ailleurs, on a appris que Google avait dilué ses parts qu'il avait achetées avant même que ce soit introduit en bourse. Donc, il continue de plus en plus à se désengager au niveau de Robinhood. Des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, peu importe. En tout cas, c'est la vie du marché, c'est la vie des profits. Donc derrière, ils ont largement fait leur but avec plusieurs coefficients multiplicateurs, donc tant mieux pour eux. Il faut comprendre que Robinhood n'a pas eu d'impact par rapport à cette annonce-là au niveau du cours, et les volumes restent en déclin depuis maintenant plusieurs mois. Donc, actuellement, pas de réassurance ou pas de réémergence, notamment au niveau du retail, parce que Robinhood, beaucoup au niveau du retail, avec ses fameux zéro fee, qui est marketingment parlant très bien mené, au même titre que eToro ou des choses comme ça, et on n'est pas dupe, bien évidemment, qui se rattrape autre part, et notamment au niveau des spreads qui sont complètement délirants, ou les frais de retrait, les frais de dépôt, ou les frais de garde qui sont complètement délirants. Donc faites attention à ça, le zéro frais n'existe pas, et si jamais ça existait, ça veut dire que le produit c'est nous, ça veut dire qu'il joue contre nous. Donc faites attention à ce type de choses. Ça n'a pas forcément d'incidence par rapport au cours ou par rapport à tout ça, mais faites attention au niveau des pics de liquidité, puisque généralement ils viennent nous les chercher là où elles se trouvent. Soyez vigilants. Donc je trouvais ça intéressant parce que Robinhood en fait m'intéresse beaucoup. Je voulais voir s'il y avait une incidence par rapport au cours. Il n'y en a pas eu, donc un non-lieu tout simplement par rapport à cette news-là, comme il en existe tant d'autres. Les volumes des échanges sur les marchés spot en moyenne augmenté de 57,5% au mois d'octobre. C'est génial parmi les personnes des gens. Crypto.com connaît la production la plus importante avec une augmentation de 200,8% par rapport au mois de septembre, donc c'est très positif. Honnêtement, on n'en attendait pas mieux au niveau de ces regains de volatilité, donc ces regains de volume, plutôt acheteurs ici, avec une prépondérance et une dominance de demande plutôt que d'une offre. On comprend bien qu'aujourd'hui, Crypto.com est plutôt un exchange de retail. Donc si on voit que ça a augmenté de 200% au niveau des volumes sur Crypto.com, peut-être que les retails se sont réveillés, se sont précipités de façon extrêmement simple de pouvoir créer rapidement un compte et redonner un petit peu d'élan à leur wallet crypto. Donc plutôt retail ici. Au niveau de Binance, une belle augmentation de 50%. Côté Udbit, c'est un échangeur singapourien. C'est un très gros échangeur singapourien. Soyez complètement certains de ça. On parle ici des volumes spot. Donc je ne sais pas si... D'ailleurs, je suis quand même relativement étonné au niveau du Binance sur les volumes spot par rapport à Coinbase, parce qu'ils ont à peu près le même nombre d'utilisateurs. Je pense pas que les gens... Bon, je ne sais pas s'il y a un petit problème au niveau du spot, peut-être que c'est aussi avec les volumes des contrats futurs, parce que je ne l'avais même pas remarqué au niveau de Coinbase et Binance, mais ça me paraît assez surprenant qu'il n'y ait pas autant de volume sur Coinbase que sur Binance. Je parle ici du spot. Donc Udbit, pas de problème. Échangeur singapourien, indonésien, c'est un très gros échangeur d'ailleurs. Bybit,
De 20 à 35, 72% d'augmentation, c'est juste formidable de l'observer. Ok, que c'est pareil. D'ailleurs, ça me surprend au niveau de Bybit qu'ils ont plus de volume en termes de spot que Coinbase. J'arrive pas trop à comprendre parce que si Bybit... Donc, à mon avis, il y a une erreur là-dessus, puisque Bybit, si c'est aujourd'hui 10 millions d'utilisateurs, on parle de 100 millions pour Coinbase. Si c'est que du spot, j'y crois pas trop. Donc, bonne question au niveau des margins. Crypto.com propose des margins, grand point d'interrogation. Mettez-le-moi dans les commentaires. Ce serait éventuellement quelques audacieux retail qui veulent s'exposer sur du margin. Faites attention à ça, parce que généralement, on ne les laisse pas gagnants. Mais ça reste très positif. Un retour de la volatilité, un retour des volumes, même si ça reste extrêmement marginal. Et ça, on le voit très très bien, notamment sur les cryptos totales, où on peut aller sur Bitfinex, ou même au niveau des volumes directement sur Bitfinex, sur Coinbase, etc. C'est pas complètement dingue ce qui est en train de se passer, donc on va juste le mettre comme ça. C'est assez limité. On n'est pas, si vous reprenez, même dans l'intercycle au niveau de 2019, on avait des volumes qui étaient beaucoup plus importants de ce qu'on retrouve actuellement sur les échangeurs. Si je prends au niveau des indices 2019, juste ici, on est encore vraiment très loin. Si on veut clairement mettre un gros coup de collier pour aller chercher de la liquidité, on peut clairement le faire. Dites-vous que l'argent, il y est et il est là. Il peut très bien être alloué dans les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, pour aller déloger des vendeurs à découvert qui sont patiemment positionnés. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on en avait ciblé quelques-unes. Ici, les prochaines, c'est 40 000 $. Ici, c'est 48 500 $. Et après 52 000 $ sur le dernier cluster qui se trouverait vis-à-vis de cette moyenne mobile juste ici. Donc, c'est possible qu'on vienne les déloger, et les volumes peuvent y être accompagnés. Voilà, j'espère que je vous ai aidé en vous parlant de ça. Voilà. Udbit, petit échangeur singapourien, il n'y a pas beaucoup d'assets, mais ça semble faire pas mal de volume. Why not? Tether émet 4 milliards de nouveaux USDT, promet un grand projet pour 2024. Je vous laisserai lire ce grand projet. Franchement, ça casse pas trop pattes un canard, mais dans l'idée, c'est très plaisant de voir qu'il y a des nouveaux Tether qui sont aujourd'hui réimprimés. Alors, c'est un contrebalancement par rapport au BUSD qui vient à disparaître, par rapport à des décisions, et notamment auprès de Circle, vis-à-vis du gouvernement américain, ou en tout cas de la SEC. Donc, c'est pas plus 4 milliards, entre guillemets, du SDT par rapport à l'ensemble des stablecoins. On parle de plus 3 ici, mais c'est quand même très positif, puisqu'on voit qu'il y a une nouvelle demande, et en tout cas de la création monétaire, ça veut dire qu'il y a de la demande. S'il y a création monétaire, c'est qu'il y a de la demande. On l'a vu hier, encore une fois très positif. Si vous voulez vraiment avoir des choses qui frappent aux yeux avec un magnifique bull run, grosso modo, on attendra plus près des 10, 15, 20 milliards par mois. Ce serait plutôt plaisant, voire 50 milliards par mois de SDT qui sont nouvellement frappés. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement attester et acter qu'on est clairement rentré dans un bull run. Et rassurez-vous, on le verra sur les prix. Sans problème avec ça. Ripple, une fake news sur BlackRock fait trembler XRP. C'est José qui nous l'avait partagé. Je vous propose de vous en reparler ici. Vous en avez des vertes et des pas mûres, des comme ça. C'est juste formidable. Et puis, l'euphorie qui est actuellement sur les réseaux sociaux permet de partager cette news à vitesse grand V sans pour autant aller chercher les sources. Aujourd'hui, les preuves ne sont plus clairement demandées et exigées pour pouvoir partager des choses, notamment sur les réseaux sociaux, même sur les journaux mainstream et plus traditionnels. Les sources suffisent, et apparemment la source n'était pas la bonne, donc c'est pas grave, mais ça veut pas dire que c'est la fin non plus. Peut-être que c'est une fausse vraie nouvelle. C'est peut-être un faux fun, mais de vérité, ou en tout cas une vérité à moitié avouée. Pourquoi aujourd'hui BlackRock s'arrêterait sur Bitcoin et Ethereum? Si vous faites les deux, vous les faites tous derrière, Litecoin, tout ce que vous voulez, aucun problème avec ça, et je pense que c'est qu'une question de temps. On finit juste sur une crypto, on me l'a beaucoup demandé, les académiciens me la demandent beaucoup, c'est Kaspa. Donc, est-ce que Kaspa est clairement une bonne crypto? Est-ce que Kaspa peut éventuellement nous rendre riches? Est-ce que Kaspa, tout ce que vous voulez, et tous les narratifs qu'on peut nous vendre là-dessus? Donc, je résume en fait de façon extrêmement limpide ce que Kaspa inspire à devenir. On va le faire très court. C'est un Bitcoin Killer plus qui permet en fait en parallélisme de pouvoir valider des transactions quasiment instantanément. Ce que Bitcoin ne sait pas faire. Qui sont les utilisateurs, qui sont les investisseurs, qui sont les fondateurs. Le fondateur, il est relativement connu. Je vous inviterai à aller voir d'ailleurs si ça vous intéresse une petite vidéo qui se trouve, je ne sais plus trop où d'ailleurs. Elle est où ma vidéo? Voilà, juste là. C'était dans 2018. Vous prenez les vidéos qui sont parues les plus anciennes vers les plus récentes et vous regardez est-ce que son discours a évolué? Est-ce que sa détermination, sa promesse a évolué? Est-ce que des choses ont été mises? Donc regardez cette vidéo-là. Elle date de 2018
de Sopolenski, donc c'est le fondateur, anciennement d'Harvard. Il explique très bien des choses, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cette interview-là. Maintenant, il faut prendre des ramifications entre ce qui a été dit et ce qui a été fait en 2023. C'est ça le but du jeu. Il semblerait que ce soit plutôt positif. Dès lors, est-ce qu'on peut investir là-dedans ? 2 milliards de market cap, quasiment 100% de l'UE, c'est miné, c'est formidable. Quelques échangeurs, à l'exception de Coinbase ou à l'exception de Binance, on ne peut pas trouver du cash actuellement. On est clairement dans une situation bullesque. Alors bullesque, qu'est-ce que c'est ? C'est extrêmement simple. Vous prenez vos courbes juste ici, on va la tirer, et puis jusqu'à temps que ça casse, en fait, tout simplement. On peut le faire un peu comme ça. Voilà, vous allez mettre votre courbe, puis à un moment donné, ça va finir par se briser, tout simplement. On va finir par aller au-dessus, c'est ça que je... Voilà, ça va faire un truc comme ça, peut-être encore, et puis à un moment donné, ça ne peut pas monter qu'au ciel. Et il y aura des retournements de marché. Dès lors, où est-ce qu'on peut éventuellement se positionner sur le casse ? Parce qu'on est en train de voir le truc, on l'a perdu, on l'a perdu de vue. Le machin, il a quasiment fait x10 en l'espace d'1 an. Et franchement, plutôt très très propre. Donc on est en train de créer un magnifique narratif autour de Kaspa. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, une bonne chose, je dis juste que ce n'est jamais différent des autres. Quand il y a des nouveaux projets naissants qui commencent quasiment proche de zéro, parce que c'est miné, c'est juste formidable. On prend notre Fibo, et on va chercher zone de rechargement d'achat. Ici, entre les 618 et 786. Ici, c'est pas mal pour aller éventuellement mettre une pièce. On continue. On déplace notre Fibo et on va chercher des zones de rechargement d'achat entre les 686 et les 786. On n'y est pas allé, tant pis, prochain train. On continue, derrière le machin il explose, et on va chercher des zones de rechargement d'achat, puisque personne ne connaît le top. Ici, c'est un très bon play pour pouvoir investir. Alors vous allez me dire, ouais, ça aurait été mieux d'investir ici. Oui, mais vous ne connaissez pas l'avenir, et évidemment, il en attend des structures. Donc vous pouvez jouer les structures ici, dans une zone éco, formidable, on peut aller chercher les TP 110%. Et vous faites la même chose. On va chercher ici les tops provisoires, aucun signe de top ici, même si on est complètement suracheté, comme rarement on a été suracheté, je vous le dis franchement. On pose des petites zones de rechargement d'achat ici, éco-classe et première classe. On peut mettre un TP, on peut mettre un investissement 1 là-dessus, sur des magnifiques résistances 618 à l'aveugle. Il y a de la poche de liquidité qui se trouve ici, il y a des poches de liquidité qui se trouvent ici, il y a des poches de liquidité qui se trouvent ici. On peut très bien revenir avant un super cycle entre les 0,618 et les 886. Je pense que le meilleur play pour acheter du Kaspa, ce sera là-dedans, aux alentours des 0,1 centimes de dollar. Pourquoi on y viendrait, pourquoi on n'y viendrait pas ? C'est juste un play. Sinon, ça partira tout simplement sans moi. Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé. Faites vos recherches, mais Kaspa est un très bon projet. On l'a plusieurs fois abordé dans la chaîne des rois du Bitcoin. Il nous a pas donné souvent la possibilité d'aller éventuellement mettre une pièce à l'intérieur. Et celles et ceux qui sont dans Kaspa, j'espère franchement que vous avez maintenant pris le play de vous payer. C'est extrêmement important. Logiquement, la dernière fois que vous vous êtes investi, c'était là-dedans, et vos 110%. Et jusqu'à preuve du contraire, vous les avez largement eus. Maintenant, est-ce qu'on peut éventuellement savoir, Hermès, si je suis dedans ou si j'ai envie de rentrer maintenant, où est-ce que je peux éventuellement aller chercher mon Kaspa ? Vous attendez les structures et les dernières structures. La dernière structure pour moi véritable et vérifiable, c'était ici en avril 2023, en weekly ici, avec une magnifique petite structure. Bon, ou un renversement. La structure, elle n'est même pas validée ici, on va juste la vérifier. Par rapport à ces structures-là, non, 0,50, pas vérifié, bien géré institutionnellement parlant, mais on peut éventuellement aller y mettre des extensions de Fibonacci. Donc ici, 0, ici, au niveau de l'explosion, cette courbe parabolique qui a donc été pour la première fois brisée ici, on vient chercher en fait notre bottom avec une magnifique structure en W weekly ici en 1, 2, 3 et 4 bougies confirmées, pullback, juste parfait, un petit bijou, et vous allez chercher 3 plays, 1 618, 2 618, 3 618. Tous vos zéros, pardon, c'est pas exactement ce que je voulais mettre. Donc ici, pardon, hop, double clic, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hop, 0, comme ça, on a le play parfait. Et on va chercher 3 zones de massive profit. Ici, première zone de massive profit. Ici, deuxième zone de massive profit. Ici, troisième zone. En cas de 5, 10% de notre play. Si ce truc veut partir dans la lune et peser 100 milliards de dollars, why not ? Mais partez du principe qu'à un moment donné, des profits vont être pris et les profits sont déjà pris ou commencent déjà à être pris ici. Pourquoi ? Parce que les bougies, lorsque vous avez des ravalements, une petite bougie de contrôle, d'ailleurs confirmée avec un pullback ici, peut-être un premier play sur les 1,618, c'est complètement Fibonacci, ça marche très très bien dans le monde réel, ça marche très très bien dans les algorithmes de trading. Partez du principe que si vous êtes dans Kaspa et que vous n'êtes toujours pas payé ici, ne soyez pas surpris de vous retrouver à venir chercher tous les lots qui sont toujours entre guillemets en attente de venir être capturés jusqu'au 0,1 centime de dollar. Dès lors, on prend un petit post-it si vous le souhaitez et on se dit ok, Kaspa,
c'est clairement ici que je voudrais, moi, personnellement, si celui-ci m'intéresse, éventuellement investir dedans. Quels que soient les news, quels que soient les FUD, quels que soient les contextes, quel que soit le pourquoi, je ne pourrais personnellement, moi, que sur structure, dans une zone de rechargement ou dans des magnifiques poches de liquidité complètement logiques, venir les capturer aux alentours des 0,01 centimes de dollar. Et oui, ça fait mal. C'est pour ça que je vous invite, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas repartir très haut. Hein. Il n'y a aucun signe de top, même s'il y a des premiers signaux au niveau d'une bougie de contrôle ici et qu'on fait un petit pullback, ça peut très bien continuer à partir extrêmement fort et on prendra le deuxième massif propique sans problème. Mais comprenez-le comme ça, ici ce n'est pas rationnel. Hein, dans des zones de rechargement de massif profit logique de commencer à acheter ce marché-là, puisque en fait, on fait le jeu de toutes celles et ceux qui ont su accumuler avec une pression acheteuse assez déterminée, puisque très peu de retracements violents, hein, jusqu'à preuve du contraire, à partir du principe que le magnifique play, ce serait d'aller le chercher ici. Dès lors, je vous laisserai aller regarder au niveau de la liquidité, au niveau de qui détient quoi en quelle quantité, tout ça vous les avez, ces données-là, sur plein de sites différents. On pourra aller un peu plus profondément avec les académiciens si vous le souhaitez, on prendra le temps de le faire si ça vous intéresse, mais partez du principe que no go et des cryptos comme ça, vous allez en compter sur plusieurs mains, il faut le savoir. Beaucoup vont partir, beaucoup ne reviendront pas avant extrêmement longtemps. Peut-être, parce qu'on est peut-être à l'aube d'un magnifique cycle qui va s'initier, et ben malheureusement on ne pourra pas, sur celles et ceux qui ne sont pas engagés sur cette crypto-monnaie, pouvoir rationnellement, sur ces niveaux de valorisation, s'y approcher. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Demain, on accueille Mathieu Vincent, fondateur et cofondateur de Summit, CEO de Summit. J'espère que la vidéo vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, à la réaliser. J'espère que vous entendrez plein de satisfaction par rapport à une entreprise qui a maintenant plus de 4 ans et comment elle a réussi à traverser ces grandes difficultés, notamment du côté du mining. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve demain dans la vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.